Dans cette nouvelle session de nos webinars. Juste le temps pour moi de partager les slides, voilà. Comme le disait Léa dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A. Plutôt que la section de chat, ce sera plus simple pour répondre à tout ça à la fin. On va démarrer tranquillement cette session et n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez. Je vais commencer par une petite présentation. Moi, c'est Aurélien. Je suis Engineering Director pour Sphere. Je suis basé à Lille et je suis certifié sur la stack de Google, trainer pour la stack sur cette même stack pour Google. Et aujourd'hui, on va parler de DBT. On va parler de DBT dans un cadre de Sphere Institute. Donc, on a construit une session de formation pour l'ensemble des techniciens qui souhaiteraient migrer vers cette solution. Et je vais faire un petit focus sur notre activité. Donc Sphere, c'est trois entités. On a OneVision qui est plutôt une structure dédiée au conseil C-level. On a notre plateforme Makereel où on est en mission chez des clients et on va participer au projet d'expertise en apportant notre savoir-faire, et la partie Learn and Share qui nous anime aussi aujourd'hui, qui est basée, qui s'appelle Institute. Donc vous retrouverez notre catalogue sur institute.sphere.com. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on peut proposer. Sphere, aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 consultants qui sont répartis dans 7 agences, Paris, Lille, Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles, Nantes et Bordeaux. Pardon, j'ai failli oublier quelqu'un. Ça représente à peu près une centaine de clients et ces clients sont dispatchés sur 3 pays. Pour Institute en particulier, Institute, c'est vraiment un organisme de formation qui est certifié Calliope, donc c'est une certification de l'État français. Donc on est vraiment sur quelque chose de très cadré, très carré. C'est des formations qui sont avec instructeurs, donc c'est pas du webinar, du web consommation quand on le souhaite, c'est vraiment avec un instructeur, chez vous, dans vos organisations, ou en distanciel comme on peut le faire aujourd'hui. Et on peut mixer nos formats soit complètement chez vous, soit partagés avec d'autres clients. Voilà. C'est pas que des formations data. Vous retrouvez un catalogue d'environ 70 formations aujourd'hui. Et ces formations sont variées. On va avoir des choses en lien avec nos partenaires, donc des formations cloud, data sur Azure, sur Google Cloud, sur AWS, mais des choses aussi orientées Ops, FinOps, sur les langages de programmation, que ce soit du Python, du front, des choses comme ça. Donc c'est très varié. Notre catalogue est assez varié. Donc je vous invite vraiment à le consulter si vous voulez aller plus loin après ce petit webinaire. Assez parlé d'Institute, on va parler data. Et je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parler de la data et plus particulièrement de DBT. Alors pourquoi faire un sujet sur DBT là en 2023? Et en fait, c'est parce que aujourd'hui les plateformes de données se transforment, évoluent, et les métiers aussi. Et donc, on va voir un petit peu pendant ces 45 minutes, 50 minutes, comment ça change et en quoi DBT va répondre à ces nouvelles problématiques. Petite intro, je disais, ces plateformes de données ont grandement évolué ces dernières années. On est passé du coup d'environnements plutôt roots où on codait des choses un petit peu à la main, un petit peu avec des solutions maison, à des architectures plutôt carrées, plutôt cadrées, en s'inspirant pas mal de ce qui peut être fait dans le software engineering, donc avec des plateformes de CI/CD, avec l'ensemble des mouvements DataOps, MLOps, dont vous avez sûrement entendu parler. Et il y a un deuxième point aussi qui est hyper important et qui permet de comprendre la transformation en fait de ces plateformes, c'est tout l'aspect législation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RGPD pour l'Europe, de LGPD au Brésil. Il y a même des initiatives en Chine qui s'appellent People. Ça peut prêter à sourire, mais même la Chine fait attention à la manière dont les données sont traitées. Et donc ça amène beaucoup de changements en fait dans les organisations data des entreprises. On va faire un petit état des lieux sur les métiers de ces plateformes data. Aujourd'hui, si vous regardez un peu autour de vous, il y a 3 grandes typologies de métiers. Il y a le data ingénieur qui est souvent vu comme le plombier en fait dans les équipes data. C'est lui qui va récupérer des informations des systèmes opérationnels, des bases de données Postgre et autres, va les transformer et les mettre à solution de type data warehouse où on va pouvoir stocker des grosses volumétries de données. Le but, c'est d'interagir avec ces grosses volumétries de manière performante dans les stacks data. Deuxième métier, c'est le data analyst. Lui, il analyse, comme son nom l'indique, la donnée, et il travaille fortement avec les équipes business, avec les équipes métiers. Donc, il est souvent moins technique que le data engineer.
il pratique un peu de SQL, un peu d'Excel, et il a des outils plutôt orientés BI pour exprimer, pour faire parler la donnée. Enfin, le dernier métier, c'est le data scientist. Lui, son rôle, c'est de créer la magie en fait derrière. C'est le magicien. Il va construire des modèles ML. On ne sait pas forcément comment ça fonctionne, et finalement, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est voir la magie apparaître à la toute fin de la pipeline. Donc là, on a les métiers. Dans ces personnes-là, comment elles travaillent, dans quel type de plateforme elles travaillent. Aujourd'hui, vous êtes sûrement familier. N'hésitez pas à utiliser les petits boutons pour lever la main. Je ne sais pas qui a déjà vu ce genre d'architecture, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en fait dans les architectures data, avec à gauche des systèmes sources, les systèmes opérationnels, votre gestion du e-commerce, votre gestion de stock, peu importe, avec des choses qui sont en temps réel ou pas. On va récupérer l'ensemble de ces informations, les mettre dans une couche qu'on appelle data lake, qui va servir de point de vérité en fait dans notre plateforme data, où les informations vont être répliquées de manière brute. Ce qui va se passer avec ces données brutes, c'est que souvent elles sont pas de bonne qualité, il va falloir les transformer pour les agréger aussi. Donc on va passer dans une brique ETL où on va avoir besoin de certains types d'outils très orientés du coup développement pour faire ces transformations. Une fois ces données transformées, nettoyées, agrégées, on va les stocker dans une solution de data warehouse qui va être le point d'entrée de nos use cases métiers, que ce soit de la BI ou du machine learning. Ces étapes, elles sont souvent assez bien isolées d'un point de vue architecture et d'un point de vue composant. Et derrière chacune de ces grosses briques, on va retrouver un certain nombre de solutions. Les solutions, en fait, en 2012, elles étaient assez facilement accessibles. Elles étaient très techniques, mais il y en avait pas tant que ça finalement. Donc là, on a une petite centaine de solutions qui permettaient de répondre à l'ensemble des usages de la data en 2012. On est quasiment en 2024 et il y a quelques mois, en février 2023, cette landscape a été mise à jour. C'est beaucoup plus important aujourd'hui, cet écosystème data. Comme vous pouvez le voir, on est passé d'à peu près 150 produits à quasiment 1500. Donc on a fait x10 en année, mais on a fait plus 10 pardon, en année, mais x10 en produits. Et du coup, c'est une évolution qui est énorme. Aujourd'hui, personne n'est capable de maîtriser la totalité en fait de cette landscape. Et chaque produit est très très orienté. Cette landscape, il faut se mettre aussi il faut essayer de la mettre en perspective avec ce qui va être produit pour 2024. En 2023, en début d'année 2023, on parlait pas encore de tout ce qui était LLM, les chats GPT, les Gemini, etc. Donc, il y a de grandes chances qu'elle ait explosé encore cette carte en 2024. Et donc, je vous invite à suivre l'évolution de ça sur les réseaux. Ceci étant dit, quelles sont les évolutions depuis ces dizaines d'années? C'est quoi les grosses révolutions? Tout d'abord, il y a la révolution du cloud et plus particulièrement des couches de stockage dans le cloud. Aujourd'hui, vous avez des solutions comme Redshift, comme BigQuery, comme Snowflake qui proposent du stockage qui est peu cher et du processing beaucoup plus performant que ce qu'on pouvait faire avec des machines on-premise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir tendance à utiliser des solutions qui vont être managées, où on va pouvoir juste les connecter, ces solutions, en libre service. Donc, j'ai besoin d'avoir une solution d'ingestion et une solution d'orchestration, je connecte les deux, ça fonctionne, j'ai pas besoin de faire de développement spécifique. Troisième évolution à noter, c'est l'évolution de l'ensemble des outils de BI. Aujourd'hui, ces solutions, elles proposent nativement des moteurs SQL pour interagir en fait avec vos données. Donc, vous passez d'une approche click and drop à une approche plutôt développement. C'est le cas notamment avec les solutions comme Looker, comme Mode ou comme Periscope. Et la dernière chose qui a beaucoup changé, qui a permis l'évolution aussi des stack data, c'est la volonté en fait des organisations, des entreprises à proposer, à pousser des sujets de prédiction, de personnalisation. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'avènement des chats GPT et autres, où on a envie d'avoir son propre chat GPT d'organisation qui est trusté et sur lequel on est certain de ne pas avoir de fuite de données. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent depuis une dizaine d'années et ça va avoir des impacts quand même assez directs sur ce qu'on a pu voir juste avant, sur la partie technique et sur la partie organisationnelle, sur les métiers aussi.
Sur la partie technique, l'architecture a complètement été, réinventée, j'ai envie de vous dire. On a toujours, les bornes qui ne changent pas. On a des sources et des use cases. Ça, on va pas transformer ça. Par contre, aujourd'hui, dans la moderne data stack ou moderne data platform, suivant la manière dont on l'appelle dans les littératures, les briques entre ces use cases et ces sources ont complètement été inversées et retravaillées. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'ingérer des données, vous n'allez plus aller vous connecter directement avec des scripts Python ou d'autres types de scripts. Vous allez utiliser des solutions comme Fivetran ou comme Stitch qui vont ramener directement la donnée dans votre système. Donc, on a enlevé la partie data lake. On va directement ingérer la donnée via ces services et les ingérer telles quelles dans une solution de data warehouse. Ces data warehouse qu'on appelle maintenant des data warehouse modernes et vont nous simplifier une grosse partie en fait des transformations qu'on va devoir appliquer. D'abord, on va y stocker toutes les informations parce que le stockage est vraiment accessible, il est vraiment pas cher. Tout est redondé, tout est chiffré, c'est vraiment super pratique pour nous. Et en plus, ben, on va pouvoir profiter en fait de l'infrastructure des hyperscalers. Donc que ce soit Google, que ce soit Amazon ou même Snowflake, on va avoir des infrastructures qui vont être complètement scalables sans avoir besoin de penser. Et l'avantage de ces solutions, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un langage de développement, c'est qu'on va pouvoir directement en fait exprimer nos transformations en SQL. Et donc la couche de transformation, on aura tendance à l'appliquer à la toute fin, au moment du use case, avec des solutions comme DBT, comme Dataform Matillion. Et on reparlera de ça un petit peu plus tard dans le sujet. Au niveau des métiers, l'évolution des data analysts, elle se trouve surtout sur leur périmètre en fait. Aujourd'hui, ce que je vous disais, enfin précédemment, ce que je vous disais, c'est que les data analysts, on leur était cantonné plutôt à la partie analyse de la donnée, présentation de l'information par des dashboards, par des reports. Aujourd'hui, on va attendre d'un data analyst qui soit en pleine maîtrise du langage SQL, qui n'est pas si simple que ça quand on n'a pas pratiqué. On va aussi leur demander d'avoir des approches un peu plus orientées développeurs avec la maîtrise d'outils comme Git, GitHub. Et dans certaines organisations, on va même les trouver comme des acteurs des transformations en fait de la donnée et même d'aller jusqu'à la création de ce qu'on appelle des PDT dans Looker, donc la création en fait de pseudo-code pour créer des dashboards spécifiques. Donc c'est un gros changement pour eux. Et il n'y a pas que le métier de data analyst en fait qui se réinvente. Du coup, le métier de data ingénieur va changer aussi. Toute la partie en fait ingestion qui était censée être son périmètre se voit transformée par les couches technologiques. Et donc aujourd'hui, il va passer beaucoup plus de temps notre data ingénieur à connecter des solutions comme Stitch, comme Fivetran ou autres pour charger de la donnée et mettre à disposition en fait cette donnée de manière optimisée. Donc il va plutôt s'orienter vers les transformations de données dans BigQuery avec du SQL ou dans Snowflake ou peu importe le dataware. Et on va délaisser un petit peu les solutions de processing legacy historique, tout ce qu'on pouvait faire avec du Spark, avec du Hadoop, avec des traitements très custom. Dernier métier qui va se réinventer aussi, bah, c'est le data scientist qui va tendre à une approche beaucoup plus ops en fait de son métier. On va lui demander d'être responsable aujourd'hui de l'industrialisation de ce qu'il produit. Donc c'est tout ce qu'on retrouve derrière le mouvement MLOps. Donc là où on avait des populations plutôt de formation universitaire qui étaient très compétentes dans la création de modèles, on va leur dire, ben, OK, c'est bien de créer un modèle. Maintenant, comment je fais pour le mettre en prod? Comment je fais pour le versionner? Comment je fais pour m'assurer que les données que tu vas consommer, comment tu fais, pardon, pour que les données que tu vas consommer sont les bonnes données, qu'elles sont propres, qu'elles sont valides? Ben, tout ça, c'est un renouveau aussi pour les métiers de data scientist. Vous voyez, il y a beaucoup d'évolutions et si on prend un petit peu de hauteur, eh ben, on pourrait se dire, en fait, il manque peut-être quelque chose en fait dans tout ça. On a transformé nos architectures, mais finalement, on essaie de prendre des personnes, des compétences et de les transformer d'une manière différente, mais c'est beaucoup plus dur finalement de faire changer les compétences des personnes et leur envie de travailler que de faire changer les infrastructures. Donc dans ce cadre-là, on va intégrer une nouvelle personne dans notre équipe data qui est l'analytics engineer. L'analytics engineer, c'est un nouveau rôle qui vient en fait d'une réflexion de plusieurs personnes de la communauté locally optimistique, pardon, qui en 2018 se sont dit, ben, en fait, c'est pas logique de demander à un data analyst d'être plutôt data ing, à un data scientist d'aller jusqu'à la prod de son modèle et de en plus préparer toutes les données en amont. Donc aujourd'hui, l'analytics engineer va répondre à quelques problématiques. C'est lui qui va être en charge souvent de construire
non pas des pipelines ETL, mais plutôt des pipelines ELT, pardon. On va appliquer les transformations à la toute fin. Il va être aussi support des populations moins techniques, comme les data analysts ou les data scientists, en proposant les bonnes pratiques de développement, donc tout ce qui est CI/CD, tout ce qui est testing, tout ce qui est documentation. C'est aussi lui qui va proposer justement à ces mêmes populations des SDK pour faciliter leur travail au quotidien. Donc, il va sortir la valeur essentielle de ce qui a pu être fait et la proposer en fait au plus grand nombre par des boîtes à outils qu'on peut réutiliser. Et enfin, il va travailler avec les data engineers, les data architectes pour transformer et faire évoluer l'infrastructure. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'analytics engineer, un métier qui est complètement transverse sur l'ensemble de la stack data. Il intervient vraiment partout. Alors, certains pourraient dire qu'il est moins bon qu'un data engineer ou moins bon qu'un data analyst. C'est pas ce qu'on attend de lui, en fait. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit bon sur la totalité de la chaîne et qu'il soit le maillon manquant, en fait, entre les personnes. Donc, pour résumer, notre analytics engineer, c'est un data analyst fusionné à un data engineer. C'est assez trivial comme explication, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que l'analytics engineer va transformer, tester, déployer, documenter les données, les transformations, avec l'ensemble des bonnes pratiques logicielles qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. L'idée, c'est vraiment qu'il intervienne de la source jusqu'à la visualisation en collaborant avec les autres populations déjà existantes. Tout n'est pas rose quand même. L'analytics engineer, quand il arrive, il a pas mal de problèmes à résoudre. Le premier problème, en fait, c'est qu'il va devoir transformer l'ensemble du patrimoine, ou en tout cas transformer la manière dont on réfléchit en fait à la transformation de données, de patterns type extract, transform, load, ETL, vers de l'extract, load and transform, où je vais appliquer mes transformations que quand j'en aurai besoin. La deuxième grosse complexité, c'est tout ce qui est lié à la modélisation de données. Aujourd'hui, quand vous voulez modéliser de l'information, vous allez soit utiliser du code custom en Python ou peu importe, que vous allez orchestrer via Airflow ou toute autre solution d'orchestration. Ça fonctionne, c'est bien parce qu'on met les mains dedans, on développe, mais c'est des solutions qui sont souvent assez chères à mettre en place, qui sont assez chères à maintenir, qui demandent aussi des compétences assez avancées dans des langages de programmation qui sont un peu en pénurie sur le marché, comme Python. La deuxième solution, c'est d'utiliser une solution plutôt graphique, qui elle, du coup, sera beaucoup plus facile normalement à prendre en main une fois qu'on est formé. Par contre, il y a souvent un gros coût de licence associé. Donc, on va limiter le nombre de personnes qui sont capables de faire ce travail. Et deuxième souci qu'on rencontre souvent aussi, c'est la problématique d'environnement, la gestion des environnements. Dans ces outils, on a une version et on ne peut pas déployer en dev, en UAT, en prod, comme on voudrait le faire dans l'ingénierie logicielle actuelle. Le dernier changement, qui est peut-être le plus complexe, c'est lié à l'organisation en fait de l'entreprise, où aujourd'hui, on va attendre que la donnée soit la plus partagée possible. Donc, on veut ouvrir en fait le patrimoine de données à l'entreprise en respectant certaines règles quand même de partage. Et du coup, comment on va faire pour partager ça à des utilisateurs? Comment on va dire à un utilisateur, en fait, cette donnée-là, tu peux l'utiliser, alors qu'aujourd'hui, ces utilisateurs ne font pas confiance en fait dans la donnée et ont tendance à faire du shadow IT avec des feuilles Excel qui traînent à droite à gauche et des traitements qui sont pas trustés par la data platform. Notre analytics engineer va chercher un outil qui va nous permettre de répondre à tout ça, et je pense que vous l'aurez deviné, cet outil, c'est DBT. Dans la documentation officielle de DBT, ce qui est noté, c'est qu'en fait, cette solution DBT va permettre aux équipes data de travailler directement sur les dataware. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que c'est les dataware qui vont porter la totalité du processing de la donnée et du stockage de la donnée. Pourquoi on va utiliser DBT? Pour produire des jeux de données qu'on appellera de confiance. Quand on dit de confiance, c'est parce qu'on va pouvoir ajouter du test, on va pouvoir ajouter de la documentation, et derrière, on va pouvoir plugger nos use cases de ML ou de BI directement en fait sur ces données qui auront été bien travaillées avec DBT et sur laquelles on aura une bonne visibilité. On va faire une petite démo de tout ça, et pour ça, je vous propose donc de passer sur mon IDE. Hop, je ne vais pas spoiler. J'ai créé un projet DBT. Un projet DBT, c'est assez simple finalement quand on le crée. Il y a juste une ligne de commande. Donc, vous avez deux versions par contre de DBT. Il faut être conscient de ça. Donc, il y a la version ici que j'ai utilisée Core qui est open source. Donc, vous pouvez l'utiliser en ligne de commande et
Si vous voulez la mettre en production dans les chaînes de CI, ça fonctionne très très bien. Il y a une deuxième version qui est un outil SaaS qui s'appelle DBT Cloud, pour lequel vous allez avoir un coût de licence par siège de développeur. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter la documentation officielle. Il y a plein d'informations sur ce que vous pouvez faire avec les différentes étapes du licensing. Mais ça change en rien que vous utilisiez Core ou Cloud, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. C'est juste du tuyautage qui manque dans la version Core. Donc ici, on retrouve notre projet. Dans ce projet, ce qui va nous intéresser surtout, nous, c'est le paquet, le répertoire modèle. Et dans ce répertoire modèle, on va y ajouter l'ensemble des fichiers SQL qu'on va vouloir matérialiser dans notre data. Donc ici, j'ai créé une première requête qui s'appelle first request. Cette requête, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va utiliser différents datasets dans BigQuery. Donc ici, je vais utiliser des tables utilisateurs de Stack Overflow, des tables de badge de Stack Overflow, les réponses aux posts et les questions que j'ai pu poser. Et je vais agréger tout ça pour avoir une vue synthétique de ce que font mes utilisateurs sur la plateforme. La requête en soi n'est pas complexe, mais ça nous permet de démarrer. Donc, une fois que j'ai défini ma requête dans le bon package, ce que j'ai à faire, c'est un petit dbt run. Je l'exécute et vous allez voir, de manière automatique, dbt va trouver en fait. Donc, il a vu qu'il avait un fichier de propriété qui s'appelle dbt project. On reviendra sur ce fichier tout à l'heure. Dedans, il a vu qu'il avait un modèle qui était défini. Donc, en fait, il a parcouru l'ensemble des packages, des répertoires. Il a trouvé le fichier SQL. Il s'est dit, bah, ça, je dois en faire quelque chose. Et il a créé une vue à partir de cette déclaration SQL. Si on regarde dans BigQuery, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, j'ai mon projet. Si je rafraîchis ce projet, j'ai un nouveau dataset qui est apparu avec ici une vue. Et quand je regarde le détail, c'est bien la vue que j'avais créée juste au-dessus. Donc, c'est chouette. DBT est capable d'interagir avec mon data. Si je fais que ça fonctionne. Mais je simplifie en rien en fait ce qui existe déjà. Je fais que écrire des requêtes qui vont que des vues à partir de requêtes. Donc j'aurais pu faire exactement la même chose avec Terraform. Il n'y a pas de plus-value à utiliser DBT. Donc à passer à une deuxième étape. Dans cette deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, je ne veux pas avoir une grosse requête, je vais avoir une requête qui sera beaucoup plus modulaire avec une approche plus logicielle. Quand vous développez en Python, vous ne faites pas un gros script Python, en tout cas, j'espère, vous faites des petites fonctions qui s'appellent les unes entre elles. Donc là, je vais vouloir faire la même chose. Et ce qu'on voit, hop, c'est bon, il a changé de branche. Ce qu'on va voir, si j'ai pas de bug, hop, c'est que j'ai créé ici deux nouveaux répertoires, Marts et Staging. Donc il y a des nomenclatures aussi qui sont proposées par DBT. Vous êtes libre de faire le découpage que vous voulez, mais dans les bonnes pratiques, si vous cherchez DBT Best Practices, vous allez tomber sur un ensemble de bonnes pratiques sur le découpage en fait de vos fichiers. Donc moi, ce que je veux, à la toute fin, c'est exactement le même résultat, donc la vue agrégée de mes utilisateurs, mais je n'ai plus envie en fait d'avoir les grosses close with, et donc j'ai découpé ça en utilisant le petit mot-clé ref. Donc là, ici, je fais référence à un modèle qui s'appelle Staging User. Ce modèle, il se retrouve, comme vous pouvez le penser, dans le répertoire Staging, et j'ai ici la petite requête qui était inclue tout à l'heure dans ma requête first request. J'ai juste sorti dans son propre modèle et je peux réutiliser ce modèle dans d'autres requêtes. C'est ce que j'ai fait pour l'ensemble des fonctions des données dont j'avais besoin. Donc ici, on retrouve les badges et j'ai même créé ici une petite sous-modèle d'encore ici juste à côté qui fait l'agrégation des questions et des réponses des différents postes. Comme tout à l'heure, j'ai rien changé dans la configuration, je vous montre ça. Ici, dans ma configuration, je fais pas du tout référence en fait à ce que j'ai défini comme modèle. La seule chose que je retrouve dans ma configuration, c'est le pass des modèles. Donc là, je lui ai dit, l'ensemble des modèles se trouve dans le répertoire models. C'est un tableau, donc si vous voulez en mettre plusieurs de chemins, vous pouvez le faire, ça fonctionnera. Donc là, ici, on va re-exécuter notre code, donc on va faire un dbt run à nouveau, toujours la même commande. Ce coup-ci, il a trouvé 7 modèles, donc il va les exécuter de manière logique. Il va commencer par créer les vues, parce que j'ai besoin des vues pour créer les tables qui seront derrière du côté Marts. Donc là, on a bien nos 5 vues pardon, qui ont été créées. La création de la table de fait de l'ensemble de nos postes questions-réponses qui est en train de se créer. Et juste derrière, la table principale, celle sur laquelle je pluguais en fait peut-être une solution de DataVis, peut-être un use case de ML, avec la vue agrégée de mes utilisateurs. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, c'est fait. Donc on voit qu'on a créé ici un certain nombre de vues, un certain nombre de tables. Même exercice, on retourne dans BigQuery, on fait un refresh, on a toujours le first request.
Et on a les nouvelles vues qui sont apparues, donc user par exemple, avec dans son détail juste le strict nécessaire de ce que j'ai besoin des utilisateurs. Donc là, j'ai besoin de leur user ID, de l'âge, de la date de création, etc. Donc je peux bien filtrer l'ensemble des informations qui me sont utiles et je ne fais pas un select étoile. Je peux retrouver ma table de fait post avec ici, donc je vois bien que c'est une table qui fait un certain poids, donc ici elle fait 0 ligne, ça ira vite. Et pareil sur la table des users, ici j'ai une table qui fait 1 giga avec 18 millions de lignes. Donc ça c'est DBT en fait qui a pris le traitement, qui a délégué ce traitement et qui l'a envoyé à BigQuery. Comment on fait pour choisir entre table et vue? C'est pas magique. En fait, on va configurer ça dans notre DBT projet. Donc c'est par ce fichier que vous allez faire la totalité des configurations de votre projet. Donc je vous avais montré la partie chemin, mais on peut aussi spécifier pour chacun des modèles la manière dont on veut le matérialiser et d'autres choses. Donc ici, j'ai juste changé les configurations de matérialisation. Donc tout ce qui sera dans staging sera matérialisé en vue, tout ce qui sera dans Mart sera matérialisé en table. Donc c'est juste DBT, du SQL et du YAML. On pourrait faire un peu de Python en plus si on a des besoins très avancés, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas encore eu le besoin. J'arrive à me débrouiller juste avec de la config en YAML et du SQL. Petite parenthèse, quand je dis qu'on n'a pas besoin de Python, c'est pas tout à fait vrai. Ici, quand j'utilise les accolades et des mots-clés, en fait, je vais utiliser ce qu'on appelle une librairie qu'on appelle Jinja, qui est une librairie de templating en fait en Python. Je vais pouvoir aussi utiliser cette librairie pour créer ce qu'on appelle des macros. Les macros, c'est des bouts de code qu'on peut réutiliser un peu partout. Derrière ref, c'est une macro portée par DBT, mais il y a bien du code spécifique pour être réutilisé. Voilà pour cette étape de la démo. J'espère que tout le monde suit. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si tout va bien. On continue. Maintenant que j'ai rendu ça modulaire, je suis déjà beaucoup plus content en fait de ce que je peux proposer. Par contre, il y a quand même quelque chose qui m'embête un petit peu. Si on reprend le staging user, vous voyez, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure dans les solutions click and drop, on n'a pas d'environnement de test, de prod, etc. Et là, non plus, en fait. Là, je taperai toujours sur la table user du dataset Stack Overflow qui se trouve dans le projet BigQuery Public Data. Moi, si je veux développer, potentiellement, j'ai pas envie d'utiliser les données de production, peut-être utiliser des données de développement qui ont été anonymisées, qui sont peut-être moins grosses, en tout cas en volumétrie, et donc j'ai potentiellement envie de rendre ça configurable. On peut le faire aussi directement par la configuration, c'est ce qu'on va voir juste maintenant ensemble. Dans cette step 3, en fait, comme on utilisait le mot-clé ref, on peut utiliser le mot-clé source pour faire des références aux sources. Donc là, ici, je dis, ce que je veux, c'est utiliser la table user dans la source Stack Overflow. Comment je configure cette source derrière, parce que DBT n'est pas capable de le faire tout seul, et ici, je vous ai dit, c'est que du YAML. Et en fait, je vais pouvoir créer un petit fichier de définition, donc ici src Stack Overflow YAML, qui va avoir les points de référence vers mon système source. Et donc là, ici, je l'ai défini, je l'ai appelé Stack Overflow. Je pointe vers mon projet BigQuery et mon dataset, et j'ai défini un certain nombre de tables. Et juste en faisant ça, il est capable de faire l'agrégation l'agrégation du projet dataset table. On va refaire un DBT run, juste pour vous montrer en fait que le résultat sera le même. Et je ne vais pas vous montrer le résultat dans BigQuery, je vais vous montrer le résultat dans ce qui a été compilé par DBT. Parce que une des forces aussi de DBT, c'est que vous avez la main sur la totalité de ce qu'il produit. Donc, ce n'est pas une boîte noire qu'on va utiliser, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Vous avez accès à tout ce qui est compilé, donc c'est la première étape, et à tout ce qu'il exécute directement sur votre dataware. Donc là, je prends le run, je regarde mes modèles, je regarde dans staging, donc là, j'étais en train de regarder le staging user. Si je prends le résultat de ce qui va être exécuté sur BigQuery au niveau staging user, et en fait, il a fait automatiquement la concaténation des 3 informations permettant de référencer la table dans le bon dataset, dans le bon projet. Donc, si je modifie ici ma configuration avec des variables d'environnement pour dire, quand tu es en prod, ce sera telle variable, quand tu es en dev, ce sera un autre projet ou un autre schéma, on est capable de le faire et on a une isolation du coup par environnement. Donc, je peux intégrer ça dans une plateforme de CI/CD, injecter des variables d'environnement et c'est quasiment magique, ça fonctionne directement dans la solution. On n'a pas besoin de se casser la tête pour trouver la manière de faire. Et vous voyez que derrière, le résultat
est le même dans BigQuery. Et si je regarde la vue user, dans le détail, j'ai bien la référence vers la table user du projet Public Data. Donc c'est plutôt cool. On a du coup quelque chose qui est modulaire, on a quelque chose qui est configurable, et tout ça juste avec du SQL et avec un peu de YAML. Chouette. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait aussi besoin d'avoir une approche plutôt orientée qualité, avec toutes les bonnes pratiques de la qualité logicielle aujourd'hui. Donc ça, on va pouvoir faire du testing directement aussi dans DBT. Petit point d'attention cependant, le testing dans DBT se fait sur les données qui ont été générées. Donc, vous allez pouvoir tester par rapport au modèle que vous venez de créer. Donc, si vous voulez faire des tests en amont, des tests unitaires sur les transformations, il va falloir utiliser d'autres types de librairies que propose l'écosystème. Mais DBT nativement, aujourd'hui, ne propose que des tests sur les données que vous venez de générer. Donc, on va regarder comment ça se passe. Donc là, si je veux exécuter des tests, clac, il y a un petit problème de refresh. Non, pardon, c'était pas au bon endroit. Imaginons que je veuille tester ici mes modèles de staging. Donc, comment je vais faire? Je vais créer en fait un nouveau fichier YAML, encore une fois que du YAML. Je l'appelle STG Stack Overflow, et dedans, je vais définir l'ensemble de mes modèles. Donc là, j'ai un modèle STG User qui est référencé ici par le fichier SQL, un autre STG Pages, et j'ai pas pris le temps de tester, enfin d'ajouter plus d'informations sur les autres. Ce qu'on va retrouver comme test par défaut dans DBT, et donc c'est porté par la librairie, c'est un test ici, vous voyez, on matérialise sur la colonne user ID les tests. J'ai un test d'unicité, donc si j'ai deux users avec le même ID, le test va planter. Deuxième test porté par la librairie, le not null. Si jamais j'ai une ligne dans ma table user où j'ai pas le user ID, le test va planter. Et je peux faire la même chose en fait sur les badges. Vous avez vu, sur badge ID, j'ai appliqué les mêmes tests. Et on va avoir deux tests un peu plus avancés qui demandent un peu plus de configuration. C'est le Accepted Values. Donc ici, sur les badges, j'ai un certain nombre de badges qui sont autorisés. Donc je peux être teacher, student, editor ou organizer. Si j'ai un badge étudiant en français, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Le test va aussi cracher. Donc là, il faut pouvoir injecter cette liste, cette énumération. Le dernier test qui est intéressant à étudier, c'est le relationship, qui va s'assurer en fait que ici dans votre table, dans votre modèle STG Pages, vous avez une information user ID, et ce user ID doit être référencé dans la table user. Donc si vous avez un user ID dans la table des badges qui n'est pas référencé dans la table des users, le test va aussi planter. Comment je vais exécuter mes tests? Eh ben, très simplement avec un DBT test. J'exécute ça sur ma machine. Il va exécuter des requêtes SQL directement sur les données qui sont présentes dans mon DataWare. Vous voyez, j'ai rien en local, hein, tout est délégué au Data Warehouse, et il va les prendre un par un. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le premier test, en fait, qui était le Accepted Values, donc ici, savoir si c'est des étudiants, des teachers, etc., bah, ça a planté parce que sûrement qu'une de mes lignes ne contient pas l'une de ces quatre valeurs. Les autres, on voit bien que on a le test, pas celui-là, pardon, je spoil. On voit bien que le user ID est non nul, on voit que le badge ID est non nul, etc. Donc vous avez un petit rapport qui est créé comme ça. On va pouvoir faire ça un peu partout. On peut même le faire du coup sur la partie Marts, et je vous invite même à le faire sur cette partie parce que c'est celle qui sera utilisée par vos utilisateurs finaux. On va aussi pouvoir créer des tests un peu plus avancés. Donc là, je vous ai dit, dans la solution, on a 4 tests définis qui sont portés par la librairie. Maintenant, des fois, on a besoin d'aller chercher des choses plus custom, en fait, de tester des choses un peu plus complexes. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser le répertoire test et on va pouvoir créer des fichiers d'assertion qui commenceront par assert underscore. Et vous allez définir ici une requête SQL qui matérialise votre test. Donc ici, ce que je fais, c'est que je dis les user stats, je vais définir une variable user stat, enfin, sous-jeu de données user stat, qui va utiliser donc ma table de dimension, celle que je vais utiliser dans ma solution de DataVis, etc. Et je veux m'assurer que pour chacun des utilisateurs, le compteur de badge n'est pas négatif. Si jamais j'ai un compteur qui est négatif, eh ben ça va planter. C'est pas normal en fait d'avoir moins un badge. Et si je regarde dans mon test, il a trouvé aussi naturellement en fait ce test-là, il a exécuté et c'est passé. Comment il a fait pour trouver ce test-là? Encore une fois, en utilisant le DBT project, où on a défini en fait que le chemin des tests, c'était le répertoire test.
Donc tout ce que je vais mettre dans ce répertoire-là sera considéré comme un test et il va essayer de l'exécuter. Derrière, quand on crée un test comme ça, dans l'exécution en fait de ce qui sera fait, ça va créer une requête SQL et cette requête, elle est de cette forme-là, elle sera toujours de cette forme-là. Donc il reprend le code de ce que vous aviez défini dans votre test et il s'assure en fait qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est vraiment, encore une fois, que du SQL. Dernière chose que je voulais vous montrer sur DBT qui peut vous convaincre d'utiliser cette solution, step 0.5, c'est que DBT propose nativement en fait un framework de documentation. Donc si je regarde, je vais juste faire un DBT docs. Alors on a deux commandes. Dans Docs, on va pouvoir générer la documentation, on va aussi pouvoir la servir. Donc il y a un petit serveur Python qui est exécuté, qui va nous permettre en fait de regarder la documentation. Dans cette documentation, on va retrouver l'ensemble de nos modèles, l'ensemble des tests, etc. Juste quelques instants, le temps que ça mouline, ça va générer. Donc voilà, ça vous dit que, il vous informe qu'il a écrit les informations relatives à la documentation ici. Et ce qu'on a à faire, c'est juste prendre l'URL. Donc vous voyez, là pour l'instant, c'est en localhost. Mais comme il a généré, je pourrais prendre ça et le mettre ailleurs sur un autre site de mon entreprise. Je copie l'URL. Et voilà, j'arrive sur quelque chose qui est quand même très propre. Donc on va pouvoir ici ajouter un certain nombre d'informations relatives à notre projet. On va retrouver sur la gauche un petit menu avec l'ensemble des sources qui sont utilisées. Donc nous, tout à l'heure, je vais faire un focus sur les users. On utilisait la table user de Stack Overflow. Donc il voit bien que c'est une table. Il nous donne certaines informations sur la volumétrie de cette table. Donc aujourd'hui, elle ferait 3 gigas. L'ensemble des colonnes qui sont définies, les modèles qu'il utilise et le code associé. Donc, je vais continuer à aller un peu plus loin. Donc, je vais prendre le modèle qui est utilisé. Vous voyez que sur la partie de gauche, la partie projet s'est ouverte. Il a bien référencé en fait ce modèle dans le bon répertoire de modèles. Donc, je retrouve tous les autres modèles. Comme tout à l'heure, j'ai une partie détail. Donc là, je vois que c'est une vue. Elle est hébergée dans le projet DFS Lille DBT 2022. J'aurais pu y ajouter une petite documentation un peu plus détaillée. Je retrouve l'ensemble des colonnes qui m'intéressent avec leur petite description. C'est ce que j'avais en fait dans mon fichier YAML. Là, je reviens sur ce fichier-là pour vous montrer. Hop, staging, src. Là, j'avais ajouté sur user une petite description. On retrouve donc les colonnes qui nous intéressent avec leur type, mais aussi les tests qu'on a pu appliquer dessus. Donc là, on avait un test d'unicité et le test note nulle. Ce modèle est utilisé dans la table résultat finale d'ImUserStat. Il dépend de user, on retrouve son code et on peut continuer à aller comme ça par rebond en fait, de modèle en modèle, en voyant à chaque fois les différents tests qui ont été exécutés, en voyant par où je suis référencé et de quoi je dépends, etc. Et un des trucs qui est vraiment super cool avec cette vue, c'est le petit bouton de lineage, où vous allez arriver à quelque chose de très graphique avec l'ensemble de la structuration en fait de votre projet. Donc, vous allez retrouver ici, donc, là, nous avons utilisé le petit dim user stat, pardon, donc c'est notre table résultat. On voit bien sa matérialisation, donc elle a besoin d'avoir la fonction de poste, enfin, la table de fait de poste, les différents staging, les différentes sources, et on voit que c'est utilisé aussi par le modèle de test. Et ça, c'est vraiment un super outil parce que ça vous permet vraiment de vous focaliser sur une partie de l'information et de voir exactement par où votre donnée passe dans votre système. Voilà pour la démo. Je vois qu'il y a des questions, j'y répondrai juste après. Et je suis dans les temps. Pour conclure et avant de nous quitter, je pense qu'il est important de faire un petit focus sur le SQL au sens large. En 2021, fin 2021, comme tous les ans, notre CEO Didier Girard publiait les tendances technologiques pour l'année 2021. Donc ça date un petit peu, c'était il y a 2 ans, mais ça reste d'actualité selon moi. Et en fait, il posait un constat comme quoi aujourd'hui SQL était souvent sous-évalué, mais que ce sera en fait le langage de la data. Et aujourd'hui, à l'aube de 2024, je pense que c'est toujours d'actualité parce qu'on voit que l'ensemble des acteurs continuent à pousser fortement sur ce langage via des solutions comme DBT où certains acteurs du marché prennent parti ou d'autres solutions alternatives comme Dataform sur Google Cloud qui est intégré complètement à BigQuery.
On voit aussi que les concurrents de Google, dont j'ai beaucoup parlé, mettent aussi beaucoup d'énergie en fait sur leur stack data avec du SQL. C'est notamment le cas chez AWS avec des grosses mises à jour sur Redshift ou sur Athena. Si vous utilisez Databricks, vous pouvez utiliser Databricks SQL pardon, qui va vous permettre d'avoir une approche Lakehouse en SQL uniquement. On a d'autres outils pour faire du multi-cloud en SQL comme Stardust, qui va vous permettre vraiment d'adresser des use cases. Vous allez taper sur de la donnée sur AWS et sur Google ou d'autres avec une seule solution, tout ça en SQL. Et aussi, il faut garder en tête que SQL, ça ne fait pas que de l'accès à la donnée. Avec BigQuery, aujourd'hui, vous êtes capable aussi d'entraîner des modèles de machine learning, donc vraiment de faire de la data science juste en SQL, et ça, même avec les nouvelles fonctionnalités. Vous êtes aujourd'hui capable d'utiliser des LLM directement SQL dans BigQuery. Donc vraiment, aujourd'hui, SQL et les plateformes de données vont évoluer et c'est une composante vraiment intéressante que d'avoir une stack complètement en SQL. C'est la fin de mon sujet, c'est la fin de cette petite présentation. J'espère que ça vous aura ouvert les chakras, que ça vous aura intéressé. Je vais répondre aux quelques questions et avant de répondre aux questions, je vous mets ici les dates des prochains trainings DBT. Donc, on a 4 dates déjà au calendrier avant les vacances d'été. On va arriver sur une nouvelle année, c'est le moment aussi où on se challenge techniquement. N'hésitez pas du coup à regarder sur le site institute.sphere.com, il y a un petit champ de recherche, vous mettez DBT, vous allez retomber sur les différentes informations et puis vous pouvez prendre contact avec nous. Alors dans les Q&A, on a une question, on voit une section lineage dans l'interface. Le lineage va-t-il jusqu'à la source de données ou bien c'est seulement les requêtes DBT qui seront visibles? Ça va jusqu'aux sources de DBT. On ne peut pas remonter au-delà de ce que DBT connaît. Donc si les sources qu'on utilise sont sourcées différemment, on ne peut pas avoir cette information en fait. DBT ne sait pas remonter sur l'ensemble des plateformes. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, j'ai encore du temps et c'est un sujet qui m'intéresse. Vous pouvez même passer par le chat si vous préférez. Et s'il n'y a plus de questions, ben je resterai dans les tables, je ferai un petit tour de table Rémo juste avant de partir. Et puis ben je vous souhaite une bonne fin d'année et de joyeuses fêtes.